Avez-vous déjà songé à la raison pour laquelle, sur les daguerréotypes en noir et blanc du milieu du 19e siècle, les gens ressemblent à des fourmis désorientées rampant sur les ruines de constructions cyclopéennes? On nous dit que c'est l'époque de la révolution industrielle, l'époque où des gentlemen en chapeau haute forme et en redingote, à peine ayant nettoyé leurs bottes de la boue des rues et du crottin de cheval, décide soudain de construire quelque chose qui devance son temps non pas de décennies, mais d'un siècle entier. Vous avez été trompé. Tout ce que vous saviez du progrès technique du 19e siècle, c'est un écran de fumée. Une belle décoration théâtrale, derrière laquelle se cache un vide effrayant. Bienvenue en 1858, Londres. Le chantier naval de Millwall sur l'île aux chiens. Ici, parmi des échafaudages en bois fragile et du travail manuel, se dresse un monstre, le Great Eastern, ou Grand Est. Initialement, on l'avait appelé Léviathan, et ce nom lui convient bien mieux. L'histoire officielle nous resserre une fable sirupeuse sur le génie ingénieur Isambard Kingdom Brunel, qui aurait soi-disant conçu et construit ce prodige pratiquement seul par la force de son intelligence. Mais mettons de côté les manuels rédigés sur commande des ministères de l'Éducation et activons une logique froide, une analyse d'ingénieur et un scepticisme sain. Devant nous, un navire de 22 000 tonnes de déplacement. Longueur de la coque, 211 mètres. Largeur, presque 30 mètres. Pour que vous saisissiez l'ampleur de la catastrophe pour la version officielle de l'histoire, ce navire surpassait n'importe quel navire existant à l'époque par son volume, 6 fois plus. Pas de 10%, pas 2 fois, mais 6 fois. Ce n'est pas une évolution technologique, c'est une anomalie. Dans la nature et la technique, ça ne se passe pas comme ça. Imaginez qu'aujourd'hui, alors que nous roulons en berlines ordinaires, quelqu'un dans une coopérative de garage sorte un véhicule de la taille d'un porte-avions, capable de voler jusqu'à Mars, et dise qu'il l'a assemblé à partir de ferraille avec une visseuse. Ça sonne comme du délire? Mais c'est précisément ce délire qu'on nous impose de croire, les historiens racontant l'histoire du Great Eastern. Regardez attentivement les photos de la construction. Que voyons-nous? Nous voyons une muraille d'acier parfaitement lisse et rivetée, s'élevant vers le ciel comme la paroi d'un gratte-ciel. Et à côté, de misérables plateformes en bois, des échelles tordues, clouées avec des planches brutes, des cordes pourries, et des foules d'ouvriers en haillons avec des marteaux primitifs. On nous dit que cette ville d'acier a été construite avec ses bâtons et ses cordes. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Le niveau technologique du chantier de construction accuse un retard de plusieurs siècles par rapport au niveau technologique du produit lui-même. Parlons du métal. La version officielle affirme que le navire a été construit à partir de plaques de fer d'une épaisseur de 25 mm. La coque était double, une solution révolutionnaire à laquelle la construction navale ne reviendra que 50 ans après la catastrophe du Titanic. Double fond, double bordée, structure en nid d'abeille. Ce n'est pas simplement un navire, c'est un bunker flottant. La construction a requis 30 000 plaques de fer, chacune pesant 1/3 de tonne. Et c'est ici que commence le plus intéressant. Où, s'il vous plaît, au milieu du 19e siècle, se trouvaient les laminoirs capables de produire un tel volume de laminé parfaitement lisse et standardisé. L'industrie de l'époque, c'était des ateliers artisanaux et les premiers fours capricieux. Pour laminer une plaque de fer de cette surface et de cette épaisseur, il faut des cylindres géants, des moteurs à vapeur surpuissants et, surtout, une technologie de contrôle qualité qui n'existait officiellement pas encore. Mais les plaques sont là. Elles sont ajustées les unes aux autres avec une précision de joaillier. Pas de jeu. La géométrie de la coque est parfaite. Qui les a faites? Dans quelle usine? Les historiens marmonnent des noms indistincts de manufactures qui, selon les documents, ont fait faillite 1 an après l'exécution soi-disant de cette commande. Pratique, n'est-ce pas? Tout a été noyé. Et maintenant,
Des chiffres qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel ingénieur. 3 millions de rivets. 3 millions. Laissez pénétrer ce chiffre. La légende officielle prétend qu'ils ont tous été posés à la main. Une équipe de rovers comprend un chauffé, un passeur, un mainteneur et 2 frappeurs. C'est un travail infernal. Pour poser correctement un rivet de ce diamètre, il faut le chauffer au blanc, l'insérer dans le trou et l'étirer à coups de marteau lourd avant qu'il ne refroidisse. Pour un rivet, une équipe expérimentée met au minimum 5 à 10 minutes. Comptons. En travaillant 12 heures par jour, sans jour de repos ni fête, combien d'heures hommes faut-il pour poser 3 millions de rivets? Même si des centaines d'équipes travaillaient simultanément sur le chantier, les délais de construction s'étireraient sur des décennies. Mais le Great Eastern a été assemblé de manière étonnamment rapide pour un tel volume. Et la qualité de la rivure était telle que par la suite, on n'a pas pu le démonter même avec des explosifs. Quand on l'a mis à la ferraille à la fin du 19e siècle, ce processus a pris plus de temps que la construction elle-même. Démonter n'est pas construire, dites-vous? Dans le cas de ce navire, démonter s'est avéré plus difficile. Le métal teintait et résistait. Les outils se brisaient. Ce n'était pas ce fer pudelé, friable dont on nous parle dans les livres. C'était de l'acier de haute qualité, dont la recette a apparemment été perdue ou cachée. Et voilà ce géant d'acier dressé sur les chantiers de lancement. Mais il y est positionné, non pas la proue vers l'eau, comme il se doit, mais sur le côté. Pourquoi? Brunel expliquait cela par le fait que la tamise était trop étroite. Mais n'importe quel constructeur naval vous dira que le lancement latéral de navires de cette masse est un suicide. Le risque de déformation, de rupture de la quille, de renversement est colossal. Pourtant, il décide de le lancer sur le côté. Et là commence le véritable drame, qui ressemble plus à une tentative de décrypter les instructions d'un artefact extraterrestre qu'à un processus d'ingénierie planifié. Sous la carène, on a passé d'énormes chaînes, installé de puissants presses hydrauliques et des treuils. On aurait pu penser que tout était calculé. Mais quand on a donné l'ordre de lancement, ce monstre de 20 000 tonnes a bougé d'1 mètre et s'est figé sur place. Les tambours des treuils ont volé en éclats, tuant et blessant des ouvriers. Les presses ont éclaté. Le fluide hydraulique giclait comme du sang. Le Léviathan a refusé de descendre à l'eau. Il semblait soudé au sol. Les historiens disent « erreur dans les calculs de friction ». Mais il y a une autre version. Peut-être ne l'ont-ils pas construit. Peut-être l'ont-ils simplement déterré. Imaginez la situation. Une énorme coque se dresse sur la rive, à moitié ensevelie dans le sol. On la découvre, on la dégage, on érige autour d'elle ces mêmes échafaudages de bâtons pour donner l'illusion d'une construction, et on essaie de la faire glisser à l'eau. Mais il est trop lourd. Il n'est pas conçu pour ces méthodes primitives. 3 mois, ils se sont battus pour déplacer le navire. 3 mois de honte, d'accidents et de morts inexplicables. Est-ce ainsi que ressemble le triomphe de l'ingénierie victorienne? Cela ressemble bien plus à un culte du cargo, quand des sauvages tentent de faire décoller un avion trouvé dans la jungle en le poussant avec des bâtons. Observez la conception des hélices. Le Great Eastern en avait 2 propulseurs, des roues à aubes sur les côtés et une gigantesque hélice à l'arrière. Diamètre de l'hélice, 7 mètres et demi. Poids, 36 tonnes. 4 pales. Couler une telle monstruosité en une seule pièce en 1858, c'est une tâche d'exception, même pour les fonderies modernes. Il faut assurer un refroidissement uniforme du métal pour éviter les contraintes internes et les fissures. Où est ce moule de fonderie? Où sont ces fours? On nous montre des gravures où des gaillards barbus en tablier s'affairent autour d'un trou. Vous êtes sérieux? 36 tonnes de métal en fusion dans un trou?
et une géométrie parfaite à la sortie. Mais le plus drôle n'est même pas ça. Le plus drôle, ce sont les moteurs. Pour faire tourner les roues et l'hélice, il fallait des machines à vapeur d'une puissance monstrueuse. 4000 chevaux vapeur pour l'hélice et autant pour les roues. Les dimensions des cylindres de ces machines étaient telles qu'un adulte pouvait y marcher tranquillement à l'intérieur, sans se courber. Et encore une fois la même question, sur quelle machine ont-ils rodé ces cylindres? La précision d'ajustement du piston devait être millimétrique, sinon la vapeur sifflerait et la machine ne développerait pas sa puissance. À l'époque, les machines-outils étaient entraînées par des transmissions à courroie depuis un arbre principal commun. Vibration, jeu, imprécision. Comment ont-ils obtenu une telle finition d'usinage? Ou ces moteurs aussi ont-ils simplement été extraits des entrailles de la Terre, nettoyés de leur graisse centenaire et présentés comme une invention ultramoderne? L'aménagement intérieur du navire mérite un chapitre à part. C'était un palais flottant. Immense salle, haut plafond, cristal, velours, dorure. Le Great Eastern pouvait embarquer 4000 passagers. C'est la population d'une petite ville. Pour comparer, les paquebots transatlantiques ordinaires de l'époque transportaient 300-400 personnes. À quoi servait un tel géant? Officiellement, pour des traversées vers l'Inde et l'Australie sans ravitaillement en charbon. Il pouvait soi-disant emporter une réserve de charbon pour un tour du monde. 15 000 tonnes de charbon. Vous imaginez ce volume? C'est une montagne. Comment le chargeait-il? À la corbeille? À la corde? Combien de temps faut-il pour charger 15 000 tonnes de charbon à la main? Des semaines, des mois. Toute la logistique autour de ces navires s'effondre comme un château de cartes dès qu'on prend une calculatrice. Mais la question principale n'est même pas le charbon. La question principale, ce sont les gens. D'où venait un tel flux de passagers au milieu du 19e siècle? 4000 personnes par traversée. C'étaient des temps où voyager était un luxe ou une nécessité d'émigration. Qui étaient ces gens censés remplir les gigantesques cabines? Le monde était vide. Les villes étaient petites. Nous aborderons les anomalies démographiques un peu plus tard, mais déjà maintenant, l'échelle du navire semble excessive pour la population qui vivait officiellement sur la planète. Il a été construit pour un autre monde. Pour un monde où il y avait plus d'humains, où les technologies étaient supérieures et où de tels navires étaient la norme et non un unique prodige du monde. Maintenant, regardez les photos du pont. Il est désert. D'immenses espaces où il n'y a rien d'autre que de rares superstructures et ces énormes cheminées. 5 cheminées, 6 mâts, gréement à voile au cas où. Cela ressemble à un éclectisme, à une tentative d'adapter un dispositif incompréhensible à des besoins compréhensibles. Des voiles sur un monstre d'acier pesant 20 000 tonnes. C'est comme des rames sur un sous-marin nucléaire. Elles sont inutiles. Mais les ingénieurs du 19e siècle les ajoutaient parce que c'était la coutume. Parce qu'ils ne comprenaient pas la vraie nature de l'énergie qui pouvait propulser ce navire. Ils y voyaient simplement un grand bateau qu'il fallait pousser à la vapeur et au vent. Et si, initialement, il y avait là des installations tout à fait différentes? Et si les immenses espaces des cales n'étaient pas destinés au charbon, mais à autre chose, à quelque chose qui a été retiré avant de montrer le navire au public? Et c'est ici que nous arrivons au fait le plus intéressant. Le premier capitaine du navire, William Harrison, s'est noyé dans une chaloupe encore avant le premier voyage commercial. Brunel lui-même a reçu un choc et est mort juste après les essais. Une étrange série de morts parmi ceux qui en savaient trop sur le dispositif du Léviathan. Comme si le navire prenait la vie de ceux qui osaient se dire ses créateurs. Plongeons au cœur de cette bête mécanique, dans sa salle des machines.
L'histoire officielle nous annonce fièrement que les moteurs du Great Eastern ont été construits par la société de John Scott Russell. Mais si vous vous y connaissez ne serait-ce qu'un peu en métallurgie du milieu du XIXe siècle, cette information ne vous arrachera qu'un sourire amer. L'arbre à manivelle du moteur, qui entraînait l'hélice, pesait 25 tonnes. C'était une pièce forgée monobloc. 25 tonnes d'acier, qu'il fallait non seulement couler, mais forger, en lui donnant une forme géométrique des plus complexes, puis usiner avec une précision micrométrique. En 1858, vous plaisantez. À l'époque, le summum de la précision, c'était le pied à coulisse, et la plupart des pièces étaient ajustées à la lime sur place. Comment usiner une brute de 25 tonnes à la lime? Où est ce tour capable de serrer une telle monstruosité? Son banc devait être de la taille d'une maison, et ses outils de coupe, faits d'alliages qui n'existaient officiellement pas encore. Si le moindre déséquilibre s'était trouvé dans cet arbre, au premier tour, une vibration monstrueuse aurait réduit l'arrière du navire en miettes. Mais l'arbre fonctionnait parfaitement. Il tournait pendant des années, ignorant la fatigue du métal. Cela ne nous dit qu'une chose, le niveau d'usinage des surfaces et d'équilibrage correspondait aux standards de la fin du XXe siècle, et non à l'époque des chaudières à vapeur et des fers à repasser en fonte. Et maintenant, rappelez-vous l'explosion. Pendant la première sortie d'essai en mer, alors que le navire avait à peine quitté l'embouchure de la Tamise, une catastrophe s'est produite à bord. La chemise de refroidissement d'une des cheminées a explosé. L'explosion était d'une telle force qu'elle a projeté la cheminée de plusieurs tonnes en l'air comme une plume et a déchiqueté le pont. 5 chauffeurs sont morts sur le coup. Beaucoup ont subi d'horribles brûlures. La commission officielle a déclaré « Quelqu'un a oublié d'ouvrir le robinet sur le tuyau d'évacuation de vapeur. » Le schéma classique, tout rejeté sur le facteur humain. Mais regardons cela sous un autre angle. Le Great Eastern était truffé de technologies dont les nouveaux maîtres, ces mêmes constructeurs, ne comprenaient les principes de fonctionnement qu'approximativement. Ils tentaient de faire démarrer des systèmes complexes en utilisant une vapeur de charbon primitive. Ils injectaient de la pression là où, peut-être, une toute autre substance devait circuler. Éther, mercure, électricité atmosphérique? Nous ne le savons pas. Mais le système n'a pas supporté un tel traitement barbare. Le navire a rejeté l'énergie primitive du feu et de l'eau, la renvoyant au visage de ses exploiteurs maladroits. Cette explosion n'était pas un accident. C'était un conflit de technologies de différentes époques. Ce qu'ils appelaient des cheminées pouvaient parfaitement être des guides d'ondes ou des résonateurs qui se sont simplement surchauffés à cause d'une exploitation incorrecte. Allons plus loin. La coque double. La distance entre la bordée extérieure et intérieure faisait presque 1,5 mètre. Les ingénieurs disent « c'est pour la sécurité et le ballast ». Mais 1,5 mètre, c'est trop pour un simple ballast, et trop peu pour un fret utile. Cet espace traversait tout le navire, créant une gigantesque structure en nid d'abeilles. Imaginez un thermos de la taille d'un porte-avions, ou, ce qui est plus probable, un gigantesque condensateur. Si l'on regarde les plans en coupe, la coque ressemble à un schéma complexe de carte électronique, où entre les couches de métal devait se trouver un diélectrique. Et si ce double bord servait à accumuler une charge? Et si l'eau, en s'y infiltrant, jouait le rôle d'électrolyte? Nous voyons le Great Eastern comme un bateau, alors qu'il pouvait être une centrale électrique flottante capable d'alimenter des villes en énergie. C'est précisément pourquoi ils n'ont pas pu le mettre à l'eau pendant si longtemps. Il devait être mis à la terre, ou, au contraire, isolé d'une certaine manière, ce que les restaurateurs du XIXe siècle n'avaient pas pris en compte. Après l'explosion et les réparations, le navire change soudain radicalement de destination. Du luxueux paquebot pour transporter des milliers de personnes, il se transforme en câblier.
Quelle chute humiliante, n'est-ce pas? Ou s'agit-il d'un camouflage génial? On nous dit que le Great Eastern était le seul navire capable d'embarquer des milliers de kilomètres de câbles télégraphiques transatlantiques. Le poids du câble se mesurait en milliers de tonnes. Et c'est ici que la logistique craque à nouveau aux entailles. Imaginez le processus de chargement. Il fallait disposer le câble avec soin dans les cales en de vastes anneaux. C'était un travail manuel de centaines de personnes, qui devait prendre des mois. Le câble était fourni depuis la rive. Où était l'usine qui avait produit une telle longueur de fil continu sans une seule rupture? Les technologies d'isolation à la gutta-percha étaient alors à l'état embryonnaire. La qualité du cuivre, exécrable. Mais ils parviennent à poser une ligne de communication entre l'ancien et le nouveau monde au fond de l'océan. Et si ce n'était pas pour poser le câble? Et s'ils le relevaient? Ou, ce qui est encore plus effrayant, s'ils utilisaient ce navire pour se connecter à un ancien réseau global déjà existant au fond de l'océan? Le Great Eastern sillonnait l'Atlantique, effectuant des manœuvres étranges, s'arrêtant au milieu de l'océan. Officiellement, réparation du câble ou épissage d'une rupture. Mais que se passait-il là-bas en réalité, loin des regards indiscrets? Peut-être cherchait-il des nœuds de communication survivants d'une civilisation antédiluvienne? Car c'est précisément après ces missions que le monde s'est soudain couvert d'une toile de télégraphe à une vitesse suspecte. Comme si quelqu'un avait trouvé l'interrupteur principal et enclenché l'ère de l'information. Regardez les intérieurs du Great Saloon, la grande salle du navire. La hauteur des plafonds, la taille des portes, l'échelle des volets d'escalier. Tout cela semble disproportionné pour un homme ordinaire mesurant 1,70 m. Les poignées de porte sont placées trop haut, de manière inconfortable. Les marches d'escalier sont trop larges. C'est un exemple classique d'architecture des géants, que nous voyons dans la cathédrale Saint-Isaac ou dans les ruines de Baalbek. Les gens du XIXe siècle, sur fond de ces intérieurs, ressemblent à des enfants qui se sont introduits dans la maison de leurs parents. Ils posent leurs petits tabourets, accrochent leurs rideaux de mauvais goût, essayant d'habiter un espace qui les écrase de sa grandeur. Ce n'est pas un design pour l'homme de l'époque victorienne. C'est de l'ergonomie pour des êtres mesurant près de 3 mètres. Et cela explique pourquoi le navire pouvait accueillir 4000 passagers. Selon les normes des géants, il y avait disons 1500 places. Mais si on y entasse des gens ordinaires, comme des harengs dans un tonneau, on obtient 4000. Toutes ces cabines de luxe n'étaient que des cloisons séparant des compartiments plus vastes. Nous voyons les traces d'une utilisation secondaire, de modification, de rénovation euro par-dessus la grandeur de l'Antiquité. Et encore un détail qui glace le sang. Lors du démontage du navire à la fin du siècle, on a trouvé des squelettes entre les doubles bordées. La fable officielle affirme « ce sont de malheureux rifteurs, murés vivants par accident ». Et ce sont précisément leurs âmes tourmentées qui apportaient des malheurs au navire. Y croyez-vous? Comment pourrait-on accidentellement murer un homme vivant si la rivure se fait séquentiellement, centimètre par centimètre? Tout le monde aurait entendu ses cris. On aurait remarqué son absence à l'appel. Non, ce n'est pas un accident. C'est soit un sacrifice rituel incorporé dans la structure par ceux qui ont construit ou restauré le navire, soit ce sont les restes de ceux qui se trouvaient à l'intérieur du navire au moment d'une catastrophe survenue bien avant 1858. Peut-être que le navire n'a pas simplement été trouvé, mais déterré avec son équipage. Et les constructeurs du XIXe siècle ont simplement nettoyé ce qu'ils pouvaient sans accéder aux endroits difficiles d'accès entre les bordées. Un squelette revêtu d'une armure de rivets, c'est un excellent symbole de toute cette histoire. La vérité est murée profondément au cœur du mensonge officiel. Et pour l'extraire, il faut scier tout le squelette de l'histoire familière à laquelle nous sommes habitués.
Réfléchissez au carburant. Charbon. Le Great Eastern le dévorait à une vitesse incroyable. 380 tonnes par jour. 380 tonnes. C'est 7 wagons de chemin de fer de charbon chaque jour. Imaginez la chaufferie. Ce devait être un enfer sur Terre. Des centaines d'hommes à moitié nus, couverts de poussière de charbon, jetant sans relâche à la pelle le précieux noir dans les fours. Où vivaient-ils? Où dormaient-ils? Il devait y en avoir des centaines, rien que pour entretenir les fours. Mais sur les plans du navire, nous ne voyons pas d'immenses baraquements pour les chauffeurs. Nous voyons des salons luxueux. Donc, soit les chiffres de consommation de charbon sont un mensonge, soit initialement, le navire ne fonctionnait pas au charbon. Les soutes à charbon pouvaient être de simples cavités vides, adaptées pour le combustible. Et la fumée qui s'échappe si abondamment des cheminées sur les tableaux, c'est plutôt un procédé artistique destiné à montrer la puissance de la traction à vapeur. Sur de nombreuses photos, le navire avance sans fumée, alors que les hélices tournent visiblement. Comment est-ce possible? Peut-être que le charbon n'était qu'un moyen auxiliaire, un écran de fumée pour démarrer de véritables générateurs cachés dans les entrailles de la coque, dont nous ne parvenons toujours pas à percer le principe de fonctionnement. Tout indique que nous avons devant nous un hybride des plus complexes, un cyborg du monde de la construction navale, où l'on a greffé une tête et des jambes de l'époque de la vapeur sur le corps d'un Atlante. Vous êtes-vous déjà demandé pour qui ce navire a réellement été construit? Regardons la démographie du milieu du 19e siècle. On nous assure que la population de la Terre était alors d'un peu plus d'1 milliard de personnes. La plupart d'entre eux étaient des paysans qui n'avaient jamais quitté leur village. Les gens naissaient, vivaient et mouraient dans un rayon de 20 kilomètres. Et soudain, au milieu de cette réalité agraire, traîneuse, féodale, apparaît un navire capable de transporter la population d'une petite ville de district à l'autre bout du monde en un seul voyage. 4000 passagers, plus 400 membres d'équipage. Qui étaient ces gens? La statistique officielle parle d'une émigration massive vers l'Amérique et l'Australie. Mais permettez, un billet sur le Great Eastern coûtait une fortune. En équivalent en argent actuel, cela fait des dizaines de milliers de dollars. Les paysans d'Irlande ou les ouvriers de Liverpool ne pouvaient pas se permettre de poser ne serait-ce qu'un pied sur la passerelle de ce palais. Et les aristocrates riches désireux de risquer leur vie dans une traversée transatlantique n'étaient pas si nombreux. L'offre et la demande ne concordent pas ici. C'est un absurde économique. Construire un tel géant pour une poignée de riches, c'est comme lancer un porte-avions pour transporter un seul oligarque à la pêche. Et pour les pauvres, il était inaccessible. Alors pour qui? La réponse pourrait vous choquer par sa simplicité et son horreur. Peut-être que ce navire n'a pas été construit pour des voyages commerciaux. On le préparait pour une évacuation ou pour une transplantation. Imaginez un scénario de catastrophe globale. L'élite sait qu'un déluge, une guerre des dieux ou un renversement des pôles se profile. Il leur faut une arche. Pas une caisse biblique en bois, mais un monstre technologique capable de résister aux assauts des tsunamis, d'exister de manière autonome pendant des mois et de porter en lui le génophond des meilleurs humains. C'est pour cela qu'étaient nécessaires ces entrepôts infinis, ces réserves gigantesques de charbon et cette coque double. Le Great Eastern n'est pas un paquebot de croisière. C'est une capsule de sauvetage pour survivre à l'apocalypse. C'est précisément pourquoi il se distingue autant de tous les navires de l'époque. Il est d'une autre ligue, d'une autre vocation. Sa capacité passager est calculée non pas pour des touristes avec des valises, mais pour un chargement serré de survivants. Mais la catastrophe a soit passé à côté, soit eu lieu plus tôt, et le navire nous est parvenu comme un trophée dont nous avons perdu le sens. Parlons de l'infrastructure.
C'est l'argument le plus meurtrier contre la version officielle. Tout ingénieur vous le dira. On construit d'abord le port, puis le navire pour ce port. La profondeur du chenal, la longueur du quai d'amarrage, l'équipement de grue, la logistique d'acheminement des cargaisons, tout cela doit correspondre aux paramètres du navire. Que voyons-nous dans le cas du Great Eastern? Il ne pouvait entrer dans aucun port existant de l'époque, ni à Londres, ni à New York, ni à Bombay. Il était trop immense. Il était toujours à l'ancre, loin du rivage. Les passagers et les cargaisons lui étaient amenés en petites embarcations. C'est un non-sens. C'est un cauchemar logistique. Imaginez que vous ayez construit un train plus large que n'importe quelle voie ferrée existante. Pourquoi? Cela n'est possible que dans un seul cas, si ce navire appartient à un système de transport qui a été détruit. Dans cette civilisation passée, il y avait des ports capables d'accueillir un tel géant. Il y avait des grues capables de le charger en 1 heure et non en 1 mois. Il y avait des canaux à grand tirant d'eau, mais tout cela a disparu. Il ne reste que le navire. Et les nouveaux maîtres du monde, nous, avec vous, ou plus précisément ceux qui nous gouvernent, ont dû le servir avec leur primitive chaloupe, créant l'illusion que c'était ainsi prévu. Nous l'avons construit, mais nous avons oublié de construire un quai pour lui. Voilà ce que nous disent les historiens, et nous y croyons. Et maintenant, touchons à un sujet sur lequel on tait habituellement. L'alimentation et les déchets. 4500 personnes à bord. C'est la population d'un bourg de type urbain. Chaque personne consomme au minimum 2-3 litres d'eau et 1 kg de nourriture par jour. Cela fait 15 tonnes de provisions quotidiennement. Pour une traversée de l'Atlantique, des centaines de tonnes. Où sont les réfrigérateurs? Il n'y en avait pas. Où sont les désalinisateurs? Officiellement, des distillateurs à vapeur primitifs qui auraient dévoré du charbon plus vite que les moteurs. Comment conserver des tonnes de viande, de légumes, de lait frais pendant 1 mois de navigation sans froid électrique? Salé? Séché? Mais le menu annonce des huîtres fraîches, du champagne, des délicatesses. C'est impossible sans réfrigérateur. Ou bien on nous ment sur le menu, ou bien le navire disposait d'installations climatiques fonctionnant sur d'autres principes physiques. Peut-être que le froid était obtenu non pas à partir d'une prise électrique, mais par voie chimique ou à l'aide d'éthers comprimés. Et une question encore plus sale, l'assainissement. Où allaient les déchets de 4000 personnes? À la mer? Directement par des trous dans la coque? Imaginez la situation sanitaire à bord d'un navire où 4000 personnes vont aux toilettes. Et tout cela s'écoule par des tuyaux, lesquels, sans pompe à haute pression. L'odeur devait être telle que les dames en corset s'évanouissaient avant même d'approcher du port. Des épidémies de choléra et de typhus devaient faucher les passagers par milliers. Mais l'histoire se tait là-dessus. Le Great Eastern passait pour un navire propre. Comment? La réponse est simple. Nous ne voyons pas sur les plans le vrai système de sustentation vitale. Ce qu'on nous montre, ce sont des latrines primitives pour marins. Et les systèmes complexes de recyclage des déchets, les cycles fermés d'approvisionnement en eau, qui étaient peut-être présents initialement sur le navire, ont été soit démontés, soit murés, parce que les indigènes du 19e siècle ne savaient pas les entretenir. Ils ont transformé un arche high-tech en baraque flottante, n'utilisant qu'une petite partie de ses capacités. Regardez l'économie du projet. Le navire n'a jamais rapporté de profit. Il a ruiné tous ses propriétaires. La compagnie qui l'a construit a fait faillite. La compagnie qui l'exploitait a fait faillite. On l'a vendu aux enchères pour une bouchée de pain. Pour 25 000 livres, le prix de la ferraille. Pourquoi? Parce que son exploitation dans les conditions du 19e siècle était impossible. C'est comme si vous trouviez un Boeing au Moyen Âge et que vous essayiez d'y transporter du foin en y attelant des chevaux.
Il dévore des ressources. Il tombe en panne. Il exige du carburant que vous n'avez pas. L'histoire officielle qualifie le Great Eastern de fiasco commercial. Mais moi, j'appelle cela la preuve d'un fossé technologique. L'existence de l'objet précédait son environnement. C'est un artefact classique d'inadéquation temporelle. S'il avait été construit au XXe siècle, il serait intégré parfaitement. Mais en 1858, c'était un éléphant blanc, un corps étranger. Cela nous dit que la chronologie du développement technologique est un faux. Quelqu'un a artificiellement inséré ce navire dans l'ère de la vapeur pour cacher un trou dans l'histoire. Ou au contraire, l'ère de la vapeur a été artificiellement étirée pour masquer la dégradation après la chute d'une haute civilisation. Faites attention à la comparaison avec la flotte militaire. La fierté de la Royal Navy de l'époque, des navires de ligne en bois, magnifiques, à voile, mais désespérément obsolètes face au Great Eastern. Si la Grande-Bretagne avait les technologies pour rifter des coques d'acier de 200 mètres, pourquoi continuait-il à construire des bateaux en bois pour la guerre? Les militaires reçoivent toujours en premier les technologies avancées. Mais ici, nous voyons un paradoxe. Un navire civil, soi-disant construit par un particulier, surpasse de loin les navires de guerre de l'Empire. C'est impossible. L'amirauté n'aurait jamais permis à un particulier de posséder une technologie de supériorité stratégique dont disposait pas la flotte. La seule explication: l'amirauté ne l'a pas construit et n'aurait pas pu le reproduire. Le Great Eastern était unique, un exemplaire isolé qui est échu à l'humanité et non créé par elle. On n'a pas pu le copier, parce qu'on ne comprenait pas comment il était fait. Il ne pouvait que le regarder, l'exploiter jusqu'à l'usure et inventer des contes de fées sur le génial Monsieur Brunel. Et c'est ici que nous arrivons à la question la plus importante, qui détruit toute la vision du monde. S'ils n'ont pas pu le construire, n'ont pas pu l'exploiter normalement, et n'ont même pas pu le copier, d'où vient-il? Peut-être qu'il était là depuis toujours, ou du moins bien avant que des chantiers navals n'apparaissent sur les rives de la Tamise. Rappelez-vous les gravures des ruinistes, où des gens se promènent parmi d'immenses arches et les restes de bâtiments majestueux. Peut-être que le Great Eastern est un reste similaire, un squelette de fer qui a survécu au déluge, au séisme de boue qui a recouvert les villes. On l'a simplement déterré, comme on déterrait les premiers étages des bâtiments dans toutes les capitales du monde. Il était enseveli sous la vase et l'argile. C'est précisément pourquoi ils l'ont nettoyé si longtemps. Précisément pourquoi le premier lancement a été un échec. Il était simplement enfoncé dans le sol, plus solidement qu'il ne pensait. Nous regardons les constructions sur les vieilles photos, mais en réalité, nous voyons un processus de restauration et d'excavation. Les échafaudages autour du navire, ce ne sont pas des échafaudages de construction, ce sont des plateformes archéologiques. Ils ne l'élevaient pas vers le haut, ils le libéraient de l'emprisonnement, de l'oubli. Et cela explique tout. L'absence d'usines, les morts étranges, les technologies incompréhensibles. Nous sommes une civilisation de charognards, vivant sur les ruines des titans. Maintenant que nous avons analysé les incohérences techniques et logistiques, il est temps d'appeler un chat un chat. Le Great Eastern n'est pas un miracle de l'époque victorienne. C'est une preuve. C'est un doigt géant et rouillé, pointant vers le fait qu'au milieu du XIXe siècle a eu lieu une réinitialisation globale de la civilisation. Nous regardons ce navire et y voyons le sommet du progrès, mais en réalité nous voyons les restes d'une grandeur passée qui a été détruite. Pensez-y vous-même. L'évolution technologique est un processus fluide. De la charrette au train à vapeur, de la barque au bateau à vapeur. Mais ici nous avons une rupture, un gouffre. D'un côté, des voiliers en bois et le transport par traction animale, de l'autre,
Un monstre d'acier avec double fond et projecteurs électriques. Oui, ils y étaient. Des lampes à arc fonctionnant on ne sait comment. Ce navire est sorti de son temps. Ou plus précisément, notre temps a été artificiellement remonté en arrière et le navire est resté comme un monument de cette époque, la vraie. Toute l'histoire de la construction du Great Eastern, si on lit entre les lignes des rapports officiels, ressemble plus à un rapport d'expédition de sauvetage ou de pillard. Rappelez-vous ces 3 mois d'échec pour le mettre à l'eau. Pourquoi le navire ne bougeait-il pas? La version officielle, la friction des glissières. Mais il y a une autre hypothèse, bien plus effrayante. Le navire ne se tenait pas sur les cales. Il gisait dans le sol. Il avait été enfoncé dans la rive de la Tamise par des flux de boue et d'argile qui avaient recouvert le monde peu de temps auparavant. Brunel et son équipe ne le construisaient pas de zéro, ils l'exhumaient. Ces mêmes presses hydrauliques qui éclataient sous la tension tentaient non pas de faire glisser le navire à l'eau, mais de l'arracher à l'emprise argileuse. C'était une opération d'extraction d'un artefact d'une civilisation antédiluvienne. C'est précisément pourquoi la coque était si sale et étrange sur les premières photos. C'est précisément pourquoi des foules d'ouvriers avec des pelles s'agitaient autour de lui, et non des ingénieurs avec des plans. Ils déblayaient le périmètre. À quoi pouvait servir un tel navire dans un monde où venait d'avoir lieu un cataclysme? La réponse est évidente. C'est l'arche. Pas le symbole biblique, mais un moyen technique de sauvetage. Celui qui a conçu ce navire savait ce qui se préparait. Déluge global, glissement de boue, inversion des pôles, appelez-le comme vous voulez. Le Great Eastern a été créé pour survivre à l'apocalypse. Sa coque double. C'est une protection contre les collisions avec les débris de la civilisation flottant dans l'océan du chaos. Son autonomie, c'est la nécessité de survivre des mois dans un monde sans port ni charbon. Sa gigantesque capacité, c'est une tentative de sauver le Génophon, l'élite ou ceux qu'on a décidé de laisser en vie pour repeupler une terre dévastée. Peut-être que la catastrophe est survenue plus vite que prévu, et que le navire n'a simplement pas eu le temps d'être utilisé à son destin. Il est resté là, sur la rive, enseveli sous la vase, jusqu'à ce que les nouveaux maîtres de la vie le trouvent et essaient de l'adapter à leurs besoins primitifs. Regardez la démographie du XIXe siècle sous cet angle. On nous parle d'une croissance explosive de la population. D'où les femmes ont commencé à avoir 10 enfants chacune et tous survivaient dans des conditions d'antisanitation et d'absence de médecine. C'est un mensonge. Le saut démographique brutal, c'est soit un clonage de masse, soit la décompression de personnes conservées, soit l'arrivée de colons d'autres terres ou de sous-terre. Le Great Eastern pouvait faire partie de ce programme de repeuplement. Un transport pour livrer de nouveaux colons sur les territoires nettoyés d'Amérique et d'Australie. C'est précisément pourquoi il transportait des milliers de personnes dans un seul sens. Ce n'était pas de l'immigration, c'était le peuplement d'une planète vide. Les gens étaient chargés comme du bétail, comme du matériel biologique, nécessaire pour lancer l'économie d'une nouvelle civilisation simplifiée. Le navire remplissait la fonction d'autobus intercontinental pour les nouveaux esclaves, qui ne se souvenaient de rien du passé. Nous vivons dans un monde de culte du cargo. Nous prions des technologies que nous ne comprenons pas. Brunel est le grand prêtre de ce culte. On lui a attribué l'auteur pour légitimer la découverte. Si on admet qu'on a trouvé le navire, il faudra répondre à des questions gênantes. Qui vivait ici avant nous? Où sont-ils passés? Pourquoi leur technologie surpasse les nôtres? Les puissants n'en ont pas besoin. Il leur est plus facile d'inventer un conte sur un inventeur génial que d'admettre que nous ne sommes qu'une civilisation secondaire vivant sur les ruines des titans. Nous utilisons leur assainissement, leurs fondations
leurs routes et leurs navires, en les appelant nos réalisations. Le Great Eastern est la preuve que l'histoire a été réécrite. Son existence en 1858 est impossible du point de vue d'un progrès linéaire. C'est une erreur dans la matrice, un bug dans la simulation de l'histoire qu'on a oublié d'effacer. Pensez au métal encore une fois. 20 000 tonnes d'acier. Après la catastrophe, quand les usines sont détruites et les chaînes d'approvisionnement rompues, obtenir un tel volume de métal est impossible. Mais si ce métal était déjà sous la forme d'un navire, on pouvait simplement le nettoyer et le peindre. Toute l'industrialisation du XIXe siècle est peut-être un processus de restauration et non de création. Nous apprenions à allumer les interrupteurs sur les usines survivantes. Nous apprenions à colmater les trous dans les vieilles chaudières. Le Great Eastern était un manuel d'instruction. On y apprenait à comprendre les principes de construction navale des anciens. Et, à en juger par le fait que nous ne construisons toujours pas de navires rivetés avec 3 millions de rivets à la main, nous n'avons pas pleinement assimilé la leçon. Ou, au contraire, nous avons compris que le reproduire avec les forces de notre civilisation est impossible. Ce navire est le témoin d'un crime à l'échelle planétaire. Un crime de dissimulation de notre vrai passé. Il nous crie qu'avant nous, il y avait ici une civilisation hautement développée, possédant des technologies de travail du métal, d'énergie et de logistique dont nous n'avons même pas idée. Ils pouvaient construire des villes sur l'eau. Ils pouvaient traverser les océans en jours et non en semaines. Et ils ont été détruits. Le Great Eastern est leur Titanic, qui n'a pas coulé, mais s'est enlisé dans les sables du temps, pour qu'1 siècle plus tard nous le regardions et posions la bonne question. Et si on nous roulait ?